On a parlé du diable ou de Dieu. Je crains que je ne soulage pas je ne vais pas soulager vos consciences dans mon intervention. Dans un temps où les conflits asymétriques et guerres civiles se multiplient, où l'espace territorial des conflits est éclaté, où les guerres ne se terminent plus par la capitulation de l'un des belligérants auxquels sont imposées les conditions du vainqueur, on ne peut échapper à certains questionnements sur la pertinence des options politiques et militaires adoptées depuis 25 ans, comme sur le non-respect du droit humanitaire et international, y compris par ceux qui s'en réclament. Il est demandé aujourd'hui de rechercher d'autres voies. Écho à ces interrogations, je voudrais aborder la notion de diplomatie préventive qui a été avancée à la fin des années 1950 pour, dans le contexte de la guerre froide, là où c'était possible, contenir les conflits régionaux en associant les deux grandes puissances qui étaient les États-Unis et l'Union soviétique. Au sortir de la guerre froide, cette notion a été l'objet d'un réel engouement. Elle est un concept fondamental de l'agenda pour la paix des Nations Unies présenté en 1992 par Boutros Boutros-Ghali, et jusque dans les états-majors de l'OTAN, où on débat de la prévention des crises et des conflits. Mais dans sa conception, elle connaîtra deux dérives. La première, gouvernement et état-major vont intégrer dans les stratégies de prévention des crises ou des opérations de rétablissement de la paix l'action civilo-militaire, l'ACM, créant ainsi une confusion des rôles dénoncée alors par les ONG. De plus, dans des situations d'urgence se fondant sur le concept de menace imminente, la logique des armées a prévalu sur la logique politique, diplomatique, ce qui a ouvert la voie aux guerres préventives et un retour, ce dont a parlé Ronnie Broman ce matin, aux guerres justes. Ce qui sépare diplomatie et guerre préventive n'échappe à aucun d'entre vous. Une seconde dérive sera de confondre sur le terrain des conflits prévention des crises et action psychologique. Il ne s'agit pas, pour prévenir les crises, d'acquérir le soutien ou la neutralité des populations, objectif de l'action psychologique, mais dans une démarche commune d'entendre l'histoire, le vécu, les mentalités, les traditions, les références des peuples écartelés pour refouler ce qui les déchire. Impasses et échecs dus à ces dérives ont été relevés au cours de ce colloque. C'est pourquoi je voudrais, partant de l'exemple du Kosovo, y opposer la notion de prévention des crises. La prévention des crises, ce n'est pas ce que l'on pense, ni ce que l'on croit, mais c'est connaître et comprendre. La désagrégation de la Yougoslavie, pays dans lequel furent réunis au terme de la Première Guerre mondiale les Slaves du Sud, a fait s'affronter dans une impitoyable guerre civile Slovènes, Croates, Bosniaques, Serbes, Monténégrins et Macédoniens. À ces divisions s'est ajoutée une guerre qui doit être distinguée, celle opposant au Kosovo la population serbe et la population albanaise, qui, elle, n'est pas slave. Encore, entre les deux peuples, le passé pèse lourd. Premièrement, Grande Bulgarie, Grande Serbie, mégalidéa grecque, Grande Albanie, Empire ottoman et jeu des puissances dans les Balkans. Sur ce sol, au cours des siècles, invasions, occupations, massacres et déplacements de population se sont succédés. Deuxièmement, il y a l'antériorité d'un peuplement de la région par des ancêtres des Albanais. Troisièmement, le Kosovo représente un lieu fondateur de l'histoire médiévale et religieuse serbe. Quatrièmement, le Kosovo fut aussi une base active et importante du mouvement national albanais depuis la seconde moitié du XIXe siècle, et le long cours de l'histoire imprègne ainsi la mémoire et le ressenti et des Serbes et des Albanais. Alors qu'il prenait ses fonctions de haut représentant de l'ONU au Kosovo, Bernard Kouchner a déclaré « Je n'imaginais pas qu'il y avait autant de haine entre ces deux peuples. C'était là reconnaître l'absence d'une démarche de prévention des crises. L'intensité de cet antagonisme qui résulte de l'histoire politique, religieuse, culturelle et sociétale des Serbes et des Albanais a été non seulement sous-estimée, mais purement et simplement ignorée. Tant de haine, certes, mais comme le disait très justement au moment des événements une étudiante du Kosovo, il n'est pas besoin de s'aimer pour vivre ensemble. Quelles sont donc les raisons qui font obstacle à ce vivre ensemble qui aurait dû être au centre d'une politique de prévention des crises
Il n'est possible ici que d'esquisser quelques-unes de ces raisons, non sans prévenir que s'il faut tendre à l'objectivité, les plaies de l'histoire n'y aident pas. Première cause, le territoire. Cruel rappel d'une longue litanie de violences qui fonde préjugés et ressentiments. Sans remonter plus avant, au XIXe siècle, la conjugaison de l'affaiblissement des empires ottomans et austro-hongrois et l'influence grandissante du concept d'État-nation va exacerber les relations entre Serbes et Albanais. Les Serbes sont les premiers à se soulever contre les Ottomans. Les dirigeants nationalistes prônent la suprématie du peuple serbe sur les autres peuples, je cite, qui sont à libérer du joug ottoman. En 1878, revendiquant son rattachement à la Serbie, les armées serbes pénètrent au Kosovo. Ordre est donné. Moins il restera d'Albanais et de Turcs, plus sera grand le service que nous aurons rendu à la patrie. Dans ce moment et en réaction, se constitue dans les populations albanaises un mouvement politique national, jusque-là essentiellement culturel. Et en 1912, l'Empire ottoman s'effondre. Le Kosovo est la première région peuplée d'Albanais entièrement libérés du pouvoir des jeunes Turcs. Et la même année, l'Albanie proclame son indépendance. Les guerres balkaniques, prix du sang et code de l'honneur, creusent plus encore les antagonismes. En 1913, la conférence des ambassadeurs à Londres décide le rattachement du Kosovo à la Serbie, avec pour argument que le principe de nationalité ne peut être accordé aux Albanais, ceux-ci étant une nationalité inexistante. Par cette décision, les grandes puissances fixent un foyer de conflit et de rancœur. À chaque phase de l'histoire, le rapport de force entre Serbes et Albanais va déterminer qui est la victime de l'autre. Aux 280 000 Albanais massacrés, toute réserve gardée sur la réalité des chiffres lors des conflits. Après 1912 et dans l'entre-deux-guerres, répondent les 200 000 Serbes chassés et exterminés du Kosovo par les nationalistes albanais lors de la Seconde Guerre mondiale. Nouveau rapport de force depuis les années 1950, les Albanais subissent la politique de serbisation du Kosovo, situation sur laquelle la communauté internationale reste silencieuse, et au tournant des années 90, les droits des Albanais du Kosovo sont supprimés, l'état d'urgence est instauré, un état parallèle se crée, la résistance armée s'organise, et en 1998, c'est l'exode massif des Albanais dont on a parlé ce matin, Ronnie Broman, face à une situation de menace imminente, encore une fois, l'OTAN intervient au Kosovo et en Serbie, le territoire du Kosovo est au fondement du contentieux historique entre Serbes et Albanais. Prévenir les crises, c'est aussi connaître et comprendre ce qui différencie l'identité des populations, leur rapport avec la religion, la langue, l'appartenance nationale. Après leur migration dans les Balkans, les Serbes se sont christianisés. Depuis le XIIIe siècle, ils témoignent d'une forte appartenance à l'Église orthodoxe. En 1219, l'Église serbe reçoit l'autocéphalie et Peć, ville du Kosovo, devient le siège du patriarcat. De cette époque, je cite Henri Tinck, l'ancien spécialiste du monde pour les questions religieuses, date la symbolique religieuse qui fait du Kosovo, pour les Serbes, le mythe de référence de l'orthodoxie balkanique. Le rapport des populations albanaises à la religion est tout autre. Établi dans cette région de l'Europe qui, pendant des siècles, fut la ligne de partage entre Empire, puis Église d'Orient et d'Occident, avant de devenir partie de l'Empire ottoman, elles se sont converties soit au catholicisme, soit à l'orthodoxie, puis soumises à la porte à l'islam, parfois pour habiter le djizé, l'impôt prélevé sur les chrétiens. La population albanaise est donc multiconfessionnelle. Si les princes féodaux albanais se sont souvent divisés, trahis et combattus, cela n'a jamais pris le caractère d'une guerre de religion. Le pape vient même de considérer le peuple albanais comme un modèle de coexistence religieuse. Ainsi, comme l'a écrit Julia Kristeva, au contraire des populations serbes, chez lesquelles il se crée une osmose instantanée entre foi et nationalisme, pour les Albanais, l'osmose nationale s'opère par ce qui leur est propre, la langue et non l'adhésion religieuse. Une politique de prévention des crises, c'est un long cheminement pour que les populations elles-mêmes distinguent ce qui est fondé ou non dans leurs revendications et comprennent ce qui relève de mythes funestes ou du poids des traditions pour introduire une maïeutique de rupture avec le cycle de violence. Prévenir les crises, ce n'est pas non plus un rapport de maître à élève. Ce n'est pas décalquer le modèle occidental, imposer des règles qui ont cours dans d'autres sociétés, appliquer un ethnocentrisme culturel uniformisant. Autant de conduites qui portent atteinte à l'identité. Écriture et réécriture de l'histoire
possession ou dépossession du territoire, rapport à la religion et au fondement du sentiment national de chacune des populations, différence de la langue, l'une et l'autre porteuses de leur idéologie, de concepts ou d'imaginaires. Dès l'enfance, les stéréotypes nourrissent la fracture. Pour l'enfant albanais, le grand méchant loup est serbe. Pour l'enfant serbe, il est albanais. Ce travail de prévention des crises pour appréhender des sentiments et des comportements surdéterminés dans l'histoire, les traditions et les coutumières, n'ayant pas été mené au Kosovo, alors que l'on pouvait penser que mis sous le boisseau pendant plusieurs générations, les mémoires enfouies étaient si ce n'est effacées, tout au moins atténuées, les faits ont démontré que les forces d'exclusion, de rejet, de sentiments d'humiliation peuvent se perpétuer sur des temps très longs et rejaillir avec une fureur extrême, ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Ça le démontre avec évidence en d'autres lieux. Chacun comprend qu'une politique de prévention des crises demande un temps long. Et pour que les populations s'acceptent et cheminent vers une tolérance réciproque, ainsi qu'une réelle volonté politique. Dans les années 1990, participant à une réflexion sur le sujet, je me suis entendu dire que la prévention des crises n'avait pas d'avenir, car cela ne rapportait pas. Certes, mais 20 ans après, si la logique de guerre a pu être source de profit pour certains, on connaît le prix humain de l'absence de diplomatie préventive au Kosovo, prix humain démultiplié en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, à Gaza et en d'autres lieux. J'entends vos réactions. Quand le degré de violence atteint l'horreur à laquelle des peuples sont confrontés et que l'on constate la rapidité avec laquelle elle se dissémine, comment envisager un processus de diplomatie préventive? Parlons clair, aujourd'hui. Les interventions militaires ayant donné vie à l'immonde, il est nécessaire de le juguler. Et pour ce faire, il n'y a, et là je cite Clausewitz, que la guerre absolue dans toute son énergie écrasante. Mais le cours des politiques suivies depuis 25 ans doit être inversé. Une guerre occidentale, sous la conduite des États-Unis, menée avec ceux qui, par leur idéologie et leur financement, ont engendré un monstre, est un échec annoncé. Une autre stratégie s'impose. Il faut changer le logiciel. Dans un monde qui n'est plus bipolaire, ni unipolaire, mais pluripolaire, cela n'en fait pas un monde idéal, mais les relations internationales devraient se fonder sur le multilatéralisme. Toute action, qu'il s'agisse d'une intervention militaire ou d'action pour l'établissement de la paix et la sécurité internationale, devrait être décidée dans un cadre multilatéral et non par une coalition militaire composée des États qui la composent aujourd'hui. Pour sortir de la spirale de la haine et de la barbarie, un dessein multilatéral est nécessaire. Certes, les temps sont à la désespérance, mais céder à celle-ci, c'est accepter que le droit humanitaire continue à être bafoué, la justice internationale inéquitable et la diplomatie préventive sans avenir.